Alors, petit audio concernant les élèves en difficulté. Je dois intervenir dans le cadre de la formation sur cette thématique-là, sur 1 heure. Et donc, je fais ce petit audio pour me mettre les idées en ordre et puis peut-être la diffuser également si ça peut aider. Je mets en garde que, comme d'habitude, ce que je dis, ce sont que des réflexions personnelles et apprendre de cette façon-là. Il ne faut absolument pas considérer que parce que je suis formateur ou expérimenté, c'est la vérité et c'est ce qu'il faut faire. Donc ce sont des réflexions à prendre, à creuser, à adapter, à critiquer, bien entendu. Alors, quand on se pose la question des élèves en difficulté, du point de vue institutionnel déjà, on peut penser à tout ce qui existe comme recours, je dirais papier à remplir pour ou externalisation par rapport à des élèves qui ont des difficultés persistantes. Donc il peut y avoir tout ce qui relève du champ du handicap, des dossiers à élaborer s'il y a des difficultés qui perdurent, GEVASCO, peut-être aussi invitation à prendre rendez-vous chez des orthophonistes pour des questions de 10 par exemple, et puis tout ce qui existe au niveau de l'école, PPRE, et plein de choses de cette façon-là. Ces modalités de prise en compte des élèves en difficulté, ce sont des choses, je dirais, à formaliser institutionnellement pour pouvoir aider certains enfants. Mais ce qui me gêne un petit peu dans cette vision-là, c'est qu'il y a une sorte d'externalisation de la difficulté scolaire. C'est-à-dire qu'un enfant a des difficultés, donc on va faire une demande au pôle ressources du réseau d'aide pour intervenir par rapport à cet enfant, ce qui peut être très bien, ou alors faire un GEVASCO pour que l'enfant puisse bénéficier d'une AESH, ce qui est à faire également, ou alors mettre en place un PPRE contractualisé avec les parents pour cibler quelque chose en particulier, très bien également, ou solliciter, dire aux parents d'essayer de voir avec un orthophoniste pour les problèmes de langage, d'inversion de son, de lecture par exemple. Bon, toutes ces choses-là ne sont pas à négliger, mais ce sont des démarches administratives qui sont à faire, sur lesquelles bien entendu on va réfléchir au niveau de la pédagogie sur qu'est-ce qu'on peut en faire, mais moi je vais plutôt centrer cette intervention-là sur moi au quotidien par rapport aux difficultés des élèves, c'est-à-dire réduire la question de la difficulté des élèves en disant moi je peux rien y faire donc il faut que je fasse un GEVASCO ou que je fasse appel au réseau d'aide de l'école. Pour moi ce serait une erreur monumentale. Donc je vais délaisser volontairement cette partie administrative qu'il ne faut pas négliger pour centrer la question de la difficulté scolaire et comment nous au quotidien, dans la classe, 24 heures par semaine, on essaye de gérer et d'accompagner ces enfants dans leurs difficultés. Alors, premier point, il faut arriver à avoir de la clarté par rapport aux difficultés que peuvent avoir les enfants. Les difficultés peuvent être de différents ordres. Il peut y avoir des difficultés liées à la notion, avec un obstacle par rapport aux représentations par rapport à la notion. Je vais te donner quelques exemples. Le premier, par exemple, un enfant qui est persuadé que dans un nombre à virgule, eh bien, la partie décimale fonctionne comme la partie entière, c'est-à-dire 12 est plus grand que 8. Et donc s'il a cette représentation-là, qui est une représentation erronée, c'est de la didactique, eh bien il peut penser que 6,12 c'est plus grand que 6,8. Donc ça veut dire que par rapport à cette difficulté, on identifie pour un enfant une difficulté par rapport à la notion sur le plan didactique, sur le plan de compréhension de la notion. Et donc, par rapport à ce type de difficulté, on a toute une formation, on a des épreuves au concours d'analyse de travaux d'élèves et on a à exercer son regard pour percevoir le plus rapidement et de façon le plus pertinente possible ces représentations erronées.
un point par rapport à ça, ce qui me semble important aussi pour les percevoir, parce qu'on peut faire des hypothèses. Quand on fait des analyses de travaux d'élèves, on peut faire des hypothèses sur les représentations qu'il peut y avoir. Il y en a qui sont claires, mais il n'y en a pas du tout. Et là, c'est intéressant aussi au quotidien dans la classe d'avoir des temps où on écoute les enfants expliquer avec leurs mots comment ils font pour réfléchir quand ils font quelque chose. Je prends quelques exemples par rapport à ça. Je me souviens d'un enfant qui disait qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il lisait et avait des grandes difficultés en lecture, alors que c'est un enfant qui comprenait plein de choses et assez à l'aise. En prenant le temps de discuter, parce que c'était mystérieux pour moi, je voyais qu'il maîtrisait ses sons quand même, mais qu'il n'y arrivait pas. Et en prenant le temps de me poser auprès de lui, de me demander, de verbaliser comment il s'y prend, eh bien, il me dit qu'il associe 2 lettres par 2 lettres. Et donc, il était capable de lire le son OU, OU, mais quand il avait à lire poule, il ne pouvait pas parce qu'il faisait POUL. C'est-à-dire que sa représentation erronée de l'acte de lire était une explication logique par rapport aux difficultés qu'il rencontrait en lecture. Sorti de cette représentation erronée dont il a pris conscience, ses progrès ont été fabuleux. Et il y a plein d'autres exemples de ce type. Voilà, j'en dis un là, mais en tout cas, voilà, ce sur quoi j'insiste, c'est comment on fait au quotidien dans la classe pour prendre ce temps, pour demander aux élèves, dis avec tes mots comment tu fais pour réfléchir. S'intéresser à l'activité intellectuelle de l'enfant, pas simplement celui qui est en réussite scolaire, mais demander aux enfants qui n'y arrivent pas, et là c'est tout la question du statut de l'erreur qui est derrière, demander à l'enfant qui n'y arrive pas, comment est-ce que tu fais pour réfléchir, pour qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer que tu n'y es pas arrivé. Voilà donc une première remarque par rapport aux difficultés qui seraient de l'ordre de la didactique et par rapport à la notion. Ça veut dire aussi, derrière ceci, par rapport aux difficultés, par rapport à la notion, que peut-être dans la préparation, on a à faire un gros travail pour essayer d'anticiper, de réfléchir quels peuvent être les obstacles notionnels quand on aborde une notion. Qu'est-ce qui va poser un problème particulier par rapport à cette notion sur lequel on risque de rencontrer des difficultés, des erreurs, pour construire ces séances dans une séquence d'enseignement en fonction de ces difficultés et ces représentations. Je reprends l'exemple de la lecture, par exemple, mais partant de cette idée, moi je sais qu'au début de l'année, il y a... j'ai besoin de travailler avec des enfants en CE1, par exemple, sur maîtriser les sons que l'on peut rencontrer dans la langue française. Maîtriser ça, ou alors, avoir un outil pour retrouver ces sons rapidement si on se retrouve en difficulté par rapport à ça. Donc je conçois un module par rapport à ça en début d'année. Je conçois un module aussi pour sortir de la représentation de lecture par 2 lettres, voire par 3 lettres. Et donc il y a un module parce que là il y a un obstacle particulier si les enfants ont un empan visuel réduit par 2 lettres, voire par 3 lettres. Il faut étudier le mot de façon globale pour voir les associations qu'on pourrait faire des hypothèses, avoir conscience également qu'il y a des lettres muettes dans la langue française qui ne vont pas sonner quand on va dire les mots, avoir conscience du fonctionnement par syllabe. Donc je vais avoir des modules pour travailler explicitement ce fonctionnement par syllabe, le fait qu'il y ait des lettres muettes. Voilà, donc ça c'est un autre module par rapport à un obstacle que je trouve assez fréquent. Je vais avoir un module aussi pour travailler en lecture sur autre chose que je sens qui peut poser problème et être obstacle. C'est une représentation de la lecture, donc lettre par lettre, voire syllabe par syllabe, voire mot à mot, et donc essayer de comprendre que pour comprendre, il faut avoir une vision
de la phrase, de l'assemblement des mots dans une phrase. Je prends un exemple par rapport à ça. Je donne par exemple une phrase du type la vieille dame marche lentement avec une canne. Eh bien, il y a des enfants qui, au niveau du code, sont bloqués par vieille, mais qui ne s'autorisent pas. Ils ont une approche linéaire du traitement de l'information lors de la lecture. Et donc, ils vont faire la vie et ils vont passer 2 minutes à essayer de décoder vieille sans s'autoriser à schtroumpfer le mot, ce que recommande par exemple Seb et Guagou dans Lectorino Lectorinette, de laisser tomber le mot pour aller voir plus loin et pour, dans le sens de la phrase, trouver le mot, non pas pour en rester là, mais pour après essayer de comprendre le code. Donc sur l'exemple que je dis, il y a des enfants qui font la vie, et puis ils y passent 2 heures, ils n'y arrivent pas, ils ne vont pas voir plus loin. Et il y a des enfants qui s'autorisent à aller plus loin, donc il y a des enfants qui décodent tout, mais il y a des enfants qui bloquent sur vieille, mais qui passent pour aller voir plus loin, et qui voient la dame marche lentement avec une canne, ah c'est vieille. Et donc par hypothèse de sens, et lire c'est comprendre, par hypothèse de sens, ils parviennent à trouver le mot qui leur manquait. Mais on n'en reste pas là. Une fois qu'on a trouvé le mot, on s'interroge comment ça se fait que ça fait vieille. Donc dans ce vieille, il y a vi, vi, e, ei et ie, ben, on a les i de le qu'on va retrouver derrière. Ensuite, toujours au niveau de la lecture, je vais faire un module, par exemple, pour ne pas se bloquer sur des mots que l'on ne comprend pas. Et pour se dire que quand on lit, plutôt que de se bloquer sur les mots qu'on ne comprend pas, donc là, les schtroumpfés, ces mots-là, eh bien, on s'appuie sur les mots que l'on comprend. Je prends un exemple aussi sur une phrase que je connais maintenant, issue d'un livre. Donc la phrase, c'est... il y a un robot nounou qui est avec le héros de l'histoire qui va dans un magasin et la phrase c'est la suivante: il achète une éponge révolutionnaire composée de nano-organismes positronés au doux parfum magnétique citronné. Premier réflexe, je demande qu'est-ce que vous avez compris? Ah ben on n'a rien compris. Parce que on se bloque plutôt par rapport à ce qu'on ne comprend pas. Et moi ce que j'essaye, et donc j'ai tout un module là-dessus pour modifier cette représentation, c'est que quand on lit, on s'appuie déjà sur ce qu'on comprend. Et donc tout ce qu'on ne comprend pas, on va le laisser de côté. Et si on fait ce travail sur la phrase que je viens de citer, eh bien, on va garder « il achète une éponge parfum citronné », ah, il achète une éponge qui sent citron, et on a un sens minimum qui convient très bien. D'ailleurs, même nous, adultes, je ne sais pas vous, mais moi je suis incapable d'expliquer ce que c'est qu'un nano-organisme positronné et un parfum magnétique. Et ça ne m'empêche pas de lire, parce que je suis capable de traiter les informations et de me rendre compte que tout n'est pas sur le même plan. Pour moi, ça nécessite un travail explicite dans notre programmation au niveau de la lecture sur cet obstacle-là. Donc voilà un exemple de travail par rapport aux élèves en difficulté sur des obstacles, mais si nous, on n'est pas clair par rapport à ça, comment on peut aider les enfants en difficulté si nous, on n'a pas conscience et qu'on ne travaille pas explicitement sur les obstacles possibles des enfants qui peuvent avoir des difficultés notionnelles. Donc, voilà un exemple sur les obstacles et les difficultés d'ordre notionnel, comment les prendre en compte. Autre chose, c'est qu'il peut y avoir des difficultés d'ordre méthodologique. Des enfants qui sont très mal organisés, qui vont par exemple toujours bidouiller avec une trousse, qui ne vont pas se trouver leur stylo, qui vont mettre 5 minutes à se mettre au travail parce qu'ils cherchent et ils taillent leur crayon pendant 10 minutes. Bon, et puis d'autres choses. Il y a des enfants qui ont besoin d'outils encore. Donc, sur un travail pour aider les élèves en difficulté, moi je mettrai l'accent sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants qui vont avoir des difficultés méthodologiques. Et peut-être dans la fiche de préparation, expliciter les choses. Dire, cet enfant, je sais qu'au niveau méthodologie, eh bien, il y a toujours un problème de crayon qui est mal taillé. Donc, je vais l'anticiper. Peut-être qu'à l'accueil, je lui dirai de bien tailler son crayon. Peut-être que je lui taillerai à sa place. Mais en tout cas, j'en ai conscience pour pas qu'il perde du temps. Je sais aussi que tel enfant ne maîtrise peut-être pas bien la numération de position en CE1, par exemple, et a des confusions entre les 60 et 70, 80, 90. Eh bien, je sais que cet enfant, je vais lui donner un outil d'aide. Je sais que tel enfant a un problème
sur l'inversion entre les B et les D, les P et les Q, eh bien je vais lui donner un petit outil d'aide adapté à ça. Donc je pense qu'il faut avoir de la clarté cognitive en tant qu'enseignant pour se dire, tiens, là il y a un obstacle au niveau méthodologique, et dans ma préparation, dans mon anticipation, il faut que je sois prêt pour le soulager par rapport à cette difficulté. Troisième chose, des difficultés d'ordre, je dirais, alors psychologique, ou dans les représentations sur le rapport au savoir, sur lesquelles il va falloir peut-être avoir une vigilance autre. Donc par exemple des enfants qui manquent énormément de confiance en eux et qui, quand ils se retrouvent en difficulté, baissent les bras. Donc qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Comment les encourager? Peut-être que ces enfants, il faut qu'il y ait un soutien particulier. Les enfants qui ont aussi comme représentation du savoir que apprendre, c'est apprendre par cœur et répéter comme un perroquet ce que dit le maître et la maîtresse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que pour apprendre, c'est du constructivisme, et qu'il y a un nécessaire effort personnel à faire pour remanier les savoirs à sa sauce et s'interroger et être toujours en train de se reformuler dans sa tête ce que dit l'enseignant. Bien, si un enfant a des difficultés particulières par rapport à ça, il faut absolument que l'enseignant, voire la ESH, voire un autre enfant qui a moins de difficultés, propose à cet enfant de reformuler, de dire avec ses mots son raisonnement intellectuel. Un truc par rapport à ça que je remarque et qui est assez fréquent, c'est qu'il y a nombre d'enfants qui ont des difficultés. Quand je les prends en tutelle et que je leur demande de m'expliquer avec leurs mots comment ils s'y prennent, eh bien ils y arrivent. Mais quand ils se retrouvent tout seuls devant leur feuille, ils n'y arrivent pas. Comme s'ils n'avaient pas la capacité dans leur rapport à la pensée et au langage, à remanier les mots intérieurement, à leur façon, pour arriver à mieux comprendre. Donc ils n'ont pas compris le constructivisme. Donc ces enfants-là ont besoin d'une aide particulière et d'un soutien particulier pour pouvoir mieux apprendre. Donc, pour reprendre et reformaliser ce que je viens de dire, dans les difficultés des élèves, je vois 3 types de difficultés particulières. Des difficultés qui sont d'ordre notionnel. On va dire que c'est ce pourquoi sont faits les APC à l'origine. C'est pas pour la grande difficulté scolaire. Donc, voilà, ces questions d'ordre notionnel, on peut les traiter à mon avis rapidement à condition de penser ces séquences avec cet angle-là. On a des obstacles d'ordre méthodologique, et donc penser aux outils d'aide des enfants, et des obstacles un peu plus profonds que je dirais psychologiques, mais dans les représentations sur le rapport au savoir, où là on a aussi des choses à faire, et peut-être des dossiers PPPRE, GEVASCO, invitation à aller voir orthophoniste, par rapport à ces profils-là de difficultés plus lourdes, c'est-à-dire ces enfants-là pour lesquels les raisons de leurs difficultés nous échappent et nous paraissent très complexes dans le rapport au savoir, les représentations du rapport au savoir, mais dans les représentations eux-mêmes, parce que ce sont des enfants qui manquent de difficultés, qui manquent de sécurité affective pour pouvoir s'engager sereinement dans un apprentissage quand ils sont en difficulté. Il y a des enfants qui rencontrent des difficultés, mais qui savent très bien que apprendre, c'est un processus où on passe d'un niveau de représentation à un niveau de représentation supérieur. Donc ces enfants-là, quand ils se retrouvent en difficulté au début, ils ne paniquent pas, ils ne s'auto-dévalorisent pas parce qu'ils savent que ça fait partie du processus. Par contre, il y a des enfants qui pensent que apprendre, c'est je sais et je ne sais pas, qu'il y a une conception binaire des apprentissages. Et donc pour ces enfants-là, quand ils rencontrent une difficulté, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour les mobiliser. Ils perdent confiance parce qu'ils se disent je sais pas, je comprends rien, je suis nul. Donc il y a un travail à faire, et peut-être que là, le réseau d'aide, les PPRE, le psy, etc., peuvent aider. Mais il y a des choses à faire quand même dans la classe aussi par rapport à ces questions-là, par rapport à ces profils. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport à la difficulté des élèves, je trouve intéressant d'imaginer ces 3
axes-là. Et peut-être, alors moi j'ai une feuille par exemple avec la liste de tous les prénoms, une feuille de chaque avec des carreaux, et en début d'année en particulier, à la fin de ma journée, je suis toujours en train d'écrire les obstacles que j'ai pu percevoir. Donc des obstacles notionnels. Voilà, je me dis par exemple, tel élève, c'est bon, les sons, il y en a plein qui ne maîtrisent pas, donc il va falloir que je travaille là-dessus avec lui. Méthodologiquement, celui-ci, il est bordélique, sa trousse, c'est un bazar, il va falloir que je fasse quelque chose. Dans les représentations, lui, il manque vraiment de confiance. Dès qu'il est en difficulté, il baisse la tête et il est perdu, donc il va falloir travailler là-dessus. C'est-à-dire que pour aider les enfants en difficulté au quotidien dans la classe, il faut avoir une vision précise, prendre du temps pour avoir cette vision précise et avoir le souci d'avoir cette vision précise. Et prendre le temps dans l'animation de repérer ces éléments-là. C'est-à-dire que l'enseignant, bien souvent, quand il conduit sa classe, il a la tête dans le guidon, il n'arrive pas à voir ces choses-là. Donc il y a une interrogation qui est derrière sur comment animer les séances pour avoir du temps pour observer les élèves et ne pas intervenir tout de suite, mais simplement prendre en compte et bien connaître ces élèves. Voilà ce que j'ai à dire et qui me paraît important par rapport à la question de la difficulté des élèves. Donc, si je résume à nouveau le truc, c'est que voilà, je prendrai un petit peu un contre-pied dans ma façon de traiter la question des difficultés des élèves, sans parler de toutes les démarches Gévasco, orthophoniste, psy, réseau d'aide, etc., PPRE, voilà. Mais j'ai plus centré ma réflexion sur qu'est-ce qu'on fait au quotidien et avec une sorte de typologie du type de difficulté des élèves, donc des difficultés d'ordre disciplinaire, didactique, notionnel, des difficultés d'ordre méthodologique et des difficultés, je dirais, d'ordre plus psychologique, plus profondes, sur lesquelles il y aurait peut-être besoin de mettre en place des PPRE. Voilà sur cette question des élèves en difficulté. Alors, deuxième partie sur les élèves en difficulté. Donc, dans un premier temps, j'ai fait une sorte de typologie des erreurs possibles. Maintenant, je vais essayer de voir dans les dispositifs pédagogiques ce qui me semble, moi, important pour essayer d'aider les élèves en difficulté. Donc, dispositif pédagogique, tout d'abord, première interrogation, c'est comment est-ce que je fais dans la classe au quotidien pour avoir une vision précise des difficultés des élèves. Avoir une vision précise, ça veut dire comment est-ce que je me dégage du temps pour prendre du temps avec les élèves qui ont plus besoin, les faire verbaliser et m'accorder plus de temps avec ces élèves. C'est une sacrée interrogation parce que bien souvent, on n'a pas assez de temps et plus les effectifs sont nombreux, on constate ceci, on n'a pas assez de temps dans la classe, dans l'animation au quotidien pour aider les élèves qui sont en difficulté. Et donc, je vais livrer ici des impressions de ce que j'ai pu faire et donc je me suis rendu compte comment je pouvais, donc voilà, c'est l'interrogation, la problématique, comment est-ce que je peux prendre du temps pour aider les élèves en difficulté et avoir ce temps-là pour les accompagner le mieux possible. Alors, pour prendre ce temps, tout d'abord, il me semble que c'est très difficilement gérable si on a une classe à gros effectifs et si on souhaite traiter la difficulté scolaire en passant systématiquement par l'enseignant et par une gestion individuelle de ces difficultés. C'est ce que je vois bien souvent, c'est-à-dire que l'enseignant veut tout centraliser et que lorsqu'il y a un élève en difficulté, eh bien, il le prend en tutelle, il reste avec lui, ou il prend un groupe en tutelle. Mais en tout cas, pour moi, une piste hyper importante, c'est de mettre en place de l'entraide et du tutorat dans la classe pour que les élèves qui rencontrent des difficultés, vite, ils sachent qu'ils peuvent bénéficier de l'expérimentation du côté expert, de l'expertise de certains autres élèves pour avancer un petit peu.
Si on ne fait pas ça, je ne sais pas comment l'enseignant fait pour gérer les difficultés d'un maximum d'élèves. Ou alors il fait un truc individualisé en faisant des trucs individualisés pour tout le monde, mais alors il passe ses nuits à préparer des plans de travail et faire des trucs de fou. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans le métier non plus. Mais au-delà de ça, toute la question de la coopération et du tutorat et de l'entraide est une question fondamentale qui, à mon avis, est un petit peu négligée. Il y a des études, méta-analyses, je pense à Janati, qui montrent clairement qu'un des facteurs les plus favorables aux apprentissages, et en particulier à l'apprentissage des élèves en difficulté, c'est la coopération et l'entraide et le travail par groupe de pairs, qui est utile à la fois pour les élèves en difficulté et aussi pour ceux qui vont se retrouver à aider les autres. Donc, par rapport à ça, il y a des études qui montrent l'efficacité. Je pense que c'est un soulagement énorme, mais que là, il faut que l'enseignant lui-même bouge ses représentations pour sortir de la représentation, que c'est l'enseignant qui doit tout expliquer et tout traiter, laisser la place quand même aux élèves et à la coopération, qu'elle se mette en place dans la classe. Là encore, avec un petit bémol, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des enfants, ils ont un coup de pouce du père et ils arrivent très bien à apprendre. Il y a des enfants pour lesquels c'est plus complexe et peut-être que eux, il faut être plus près et qu'il y ait une tutelle enseignant. C'est la question de l'étayage par l'enseignant. Voilà, je renvoie à Brunner par exemple. Mais en tout cas, la première idée, c'est que si on veut traiter la difficulté scolaire, je ne vois pas comment l'enseignant qui est dans ce fantasme de devoir tout gérer, de gérer en individuel, peut y arriver. Et à mon avis, c'est une des raisons pour laquelle, alors je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est une des raisons pour laquelle les enseignants souhaitent autant une réduction d'effectifs et disent qu'une des raisons des difficultés scolaires, c'est que les effectifs sont trop chargés. Voilà. Moi, je suis sceptique par rapport à ça. Je pense que si on réfléchissait à des modalités d'échange et de travail par pair, ce serait beaucoup plus efficace. Je prends une anecdote par rapport à ça. Pour moi, ma meilleure année scolaire que j'ai vécue dans une école, c'était une année où j'avais 32 élèves. Du fait que j'ai eu 32 élèves, je me suis dit que je ne pourrais absolument pas gérer de façon individuelle les choses, donc il va falloir que je mette l'accent encore plus sur la coopération. Former les enfants, comment on fait pour coopérer ensemble, travailler en groupe. Et donc j'ai vraiment mis le paquet cette année, 32 élèves. Et c'est l'année que j'ai trouvée la plus agréable et où j'ai vu les progrès les plus spectaculaires. Depuis 2 ans, j'ai des classes à petits effectifs. Je suis en REP, en CE1, avec 14 élèves. Et pour moi, il me manque quelque chose parce que le danger de ces petits effectifs fait que même si l'enseignant s'en défend, eh bien, il a tendance à vouloir faire de la gestion individuelle et ne pas laisser suffisamment de place. Moi, c'est vraiment une grosse critique, c'est ma 2e année et l'année prochaine, je le ferai complètement différemment, où j'ai négligé, j'ai moins mis l'accent sur cette coopération au sein des pairs. Donc, voilà, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment changer des représentations dans la façon d'enseigner, de ce que celle-là est enseignée, qui me paraissent déjà essentielles pour pouvoir traiter les difficultés des élèves. Donc ça, c'est un point qui est très important. Deuxièmement, dans l'organisation pédagogique, je le disais déjà dans le premier audio, mais moi j'ai mes petites fiches en début d'année, je les utilise de façon très fréquente, où je suis sans arrêt à la fin de la journée, je prends 5 minutes pour faire le point, pour noter qu'est-ce que j'ai observé en tant qu'objectif notionnel, qu'est-ce que j'ai observé en obstacle méthodologique et en obstacle d'ordre psychologique ou je vais dire sociologique. Il y a des enfants qui n'ont pas d'aide à la maison, donc je sais aussi qu'il va falloir que j'ai un soutien particulier par rapport aux parents. Donc voilà, mais j'ai besoin de ce tableau et j'ai besoin de ce truc clair pour pouvoir mieux gérer moi-même la difficulté. Il faut que je sache où je pars et il me faut bien, je dirais, la première période pour avoir une vision assez précise
et me dire ensuite, bon, cet enfant, visiblement, l'axe principal, l'hypothèse que je fais, c'est qu'il faut que je mette en place quelque chose avec la famille. Donc du coup, ça va être un PPRE, il faut que je rencontre la famille et que je donne des pistes à la famille. Cet enfant-là, on est plus sur un problème d'ordre psychologique assez lourd. Donc là, on va essayer de voir avec le réseau d'aide et avec la psy pour éventuellement faire un GEVASCO pour qu'il ait un accompagnement ESH. Cet élève-là, bon, on est peut-être plus sur du 10, donc est-ce que je ne vais pas demander à la famille d'aller voir du orthophoniste? Donc voilà, mais il faut être précis et pointu quand on est enseignant pour pouvoir faire ça. Et être précis et pointu, c'est avoir de l'organisation par rapport à ça. Donc au début d'année, quand je prends mes fiches, c'est de l'organisation. Je sais maintenant que je fonctionnais comme ça et c'est ce qui me permettra d'aider. Donc ça, c'est un point de vue pédagogique. Ensuite, se dégager du temps qui est de la coopération. Ok, un autre point qui me paraît important par rapport aux enfants en difficulté, c'est que je pense que les enfants qui ont des difficultés scolaires ont un rapport au savoir, un rapport à l'école, un rapport au langage, un rapport à la façon de penser qui n'est pas celui qui est attendu au niveau de l'école. Alors là, je renvoie sur les travaux par exemple de Bernard Lahire ou du groupe ESCOL sur les questions du rapport au savoir, mais il y a des enfants qui, de par leur configuration familiale, ont un rapport au langage et un rapport aux objets de savoir qui est très réflexif, qui utilise le langage non pas simplement de façon utilitaire, mais pour penser le monde. Ce sont des enfants à qui on raconte des histoires, à qui on dit alors qu'est-ce que tu en penses. Ce sont des enfants, s'ils ont un message de l'enseignant, parce qu'il y a une punition, il y a une bêtise, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé, tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ça, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le langage pour mettre de la distance par rapport au fait. Et il y a des familles qui font ça, qui mettent de la distance par rapport au fait. Et un des points spécifiques de l'école, c'est de mettre de la distance par rapport au fait. Voilà, d'être observateur des objets qui existent, donc les objets de savoir. Je prends un exemple, je fais une insiste par rapport à ça, mais à l'EPS par exemple à l'école, c'est pas l'EPS dans les clubs. Ce qui est spécifique au niveau de l'école, c'est qu'on fait de l'EPS, mais que l'EPS, c'est comme pour les autres matières, on réfléchit en observant. Et donc, voilà, c'est pas simplement faire du sport pour bouger, c'est prendre le temps d'observer et de réfléchir sur quelles peuvent être les attitudes qui permettent de mieux réussir une activité sportive. Je prends un exemple sur une activité collective, par exemple. Eh bien, il faut que les enfants à un moment observent que celui qui bouge et qui se démarque aura beaucoup plus le ballon que celui qui reste monté comme un piquet, qui lève les bras en criant « moi, moi ». Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, je pourrais en dire beaucoup plus. Donc, un truc qui est spécifique de l'école, c'est qu'elle permet de prendre dans l'observation de la distance par rapport aux objets et de réfléchir sur les objets. Il y a tout un côté réflexif à l'école. Mais il y a des familles qui ont ça, et il y a des familles qui sont très éloignées de ça et qui ont un rapport au langage beaucoup plus utilitaire. Ce sont des familles dans lesquelles, eh bien, quand on va parler, voilà, il y a des familles dans lesquelles, alors, qu'est-ce que tu as fait à l'école, comment ça s'est passé, comment tu t'es senti, donc on utilise le langage pour dire plein de choses, pour dire des émotions, pour plein de choses. Et puis il y a des familles où c'est voilà, beaucoup plus utilitaire. On est à table, on ne va pas discuter ensemble de ce qu'on a fait pendant les journées, de comment on s'est senti, de ce qu'on en a pensé, mais ça va être simplement passe-moi le sel, oula c'est trop chaud, attends un petit peu avant de manger. Donc on va être sur un mode très utilitaire, sans parler des familles qui mangent en regardant la télé, par exemple, ou en étant sur les téléphones. Donc il y a des rapports à la pensée, au langage qui sont très différentes. Et donc nous, à l'école, à mon avis, pour aider par rapport à la question de la difficulté scolaire, il va falloir prendre en compte ces éléments-là et ces différences dans le rapport au savoir des élèves. Et un point qui me paraît essentiel, c'est que les élèves qui sont plus en réussite scolaire, ont un rapport réflexif par rapport aux objets de savoir. Ils ont compris qu'apprendre, c'était du constructivisme. Ils ont compris que pour apprendre, ils devaient sans arrêt se reformuler les choses, les critiquer et être capables de dire les choses à leur manière et de se créer leurs propres exemples. Alors qu'il y a des enfants qui pensent que
Pour apprendre, il suffit de répéter, de bien écouter et de répéter par cœur ce que dit l'enseignant. On a deux modalités complètement différentes. Il y a des enfants qui ont par exemple une leçon sur les homophones à apprendre et qui vont apprendre par cœur la règle qui permet de distinguer le A avec accent et le A sans accent. Et qui vont même, pourquoi pas, la dire par cœur. Et puis il y a des enfants qui font un autre travail, qui eux vont essayer de reformuler avec leurs propres mots et inventer leurs propres exemples. Nous, en tant qu'enseignants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, si on demande aux enfants d'apprendre les leçons en dehors de l'école en les apprenant par cœur, à mon avis, on favorise un type de savoir. Et si on demande aux enfants de se reformuler, d'inventer les propres exemples et qu'on le fait dans la classe, eh bien, on favorise un autre type de rapport au savoir. Donc, par rapport à ça, il faut savoir quel type de rapport au savoir on veut favoriser. Moi, ce qui me marque, c'est par rapport aux élèves en difficulté, c'est qu'il y a une pauvreté du langage intérieur. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont très en difficulté, qu'on entend très peu sur les moments de retour en fin de séance, par exemple, d'ouverture de séance, qui sont très peu capables d'utiliser le langage pour parler des savoirs. Donc, sachant ceci, je me dis que dans mes séances, il faut absolument qu'il y ait une invitation individuelle à ce que les enfants disent avec leurs mots ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, les obstacles qu'ils ont dépassés et qu'ils conscientisent et qu'on utilise le langage de façon individuelle pour mettre en mots et pour avoir un rapport réflexif aux objets de savoir à l'école. Alors par rapport à ça, je ne vais pas détailler ici, mais je renvoie à un autre audio que j'ai fait sur la question des ouvertures et des clôtures. Mais les ouvertures et les clôtures de séance me paraissent essentielles justement par rapport à ça. Et puis ce qui me paraît essentiel, c'est de penser une animation pédagogique où dans le dispositif que l'on met en place, les enfants aient cette possibilité de s'engager personnellement et de réfléchir personnellement à leur façon de réfléchir sur les savoirs. Donc ça veut dire concrètement que sur une séance, alors moi sur une séance type je vais dire, donc il va y avoir une ouverture de séance où il va y avoir un temps individuel où chaque enfant va avoir l'occasion de parler de ce qu'on a vu la dernière fois et ce dont on se rappelle. Je vais très vite en disant ça, voilà, je réfère à des choses sur l'ouverture de séance. Ensuite, il va y avoir peut-être un petit temps collectif où je vais expliquer une consigne en distinguant la tâche et l'activité, c'est-à-dire ce qu'il faut faire. Là aussi, je renvoie à d'autres audios où j'ai pu en parler, sur les écrits pro par exemple, distinguer la tâche et l'activité intellectuelle. Ensuite, il va y avoir le dispositif. Moi, bien souvent, je donne tous les enfants, quand on commence une activité, je demande aux enfants 5 minutes individuellement en autonomie, vous essayez de faire l'exercice. Si vous n'avez pas compris, on va le traiter après. Et les enfants font ça au stylo bleu pour que les erreurs, s'il y en a, on puisse les voir, parce que c'est important de prendre en compte les erreurs. Et bien souvent, on écrit au crayon au début et on gomme. Non, moi je préfère que ce soit au stylo bleu, parce qu'on ne gomme pas et les erreurs sont un outil pour apprendre. Donc une fois que les enfants ont travaillé individuellement là-dessus, je vais les inviter à aller en groupe, par 2, par 3, et échanger avec une feuille de brouillon ou leur ardoise sur les réponses qu'ils ont mis et argumentées. Attention, à ce moment-là, interdiction d'écrire sur la fiche individuelle. Parce que sinon c'est trop simple, quand les enfants travaillent en groupe, il y en a qui se contentent de gratter les réponses de ceux qui savent, et puis tout compte fait, ça ne sert à rien. Donc les enfants ont écrit en bleu sur leur feuille, il y a des erreurs, il n'y a pas d'erreurs, ils en ont fait beaucoup, ils en ont fait pas beaucoup, ça m'est égal. Ensuite, ils ont un temps en groupe où ils vont échanger ensemble et essayer de creuser. Et ensuite, ils vont revenir en individuel, et là la consigne est la suivante. Si par rapport à ce que vous aviez fait au stylo bleu individuellement tout seul, vous apportez des modifications suite au temps que vous avez passé en groupe, vous le faites au crayon papier. Ce qui permet moi de voir les enfants qui bénéficient du travail en groupe pour modifier les choses. Et puis, si c'est des choses que vous n'avez pas faites, vous le faites en bleu à partir de ce moment-là.
Donc c'est tout un dispositif pédagogique qui est très pensé, qui est très structuré et très organisé. Ensuite, après ce temps en groupe, puis un retour individuel au crayon, eh bien on peut penser des temps individualisés où l'enseignant va pouvoir intervenir, des temps où il va y avoir du tutorat, des régulations collectives, etc., etc. Mais c'est pour donner une idée globale de la façon de traiter la difficulté, avec cette idée qui me paraît importante, c'est l'implication personnelle et que les enfants comprennent bien que pour apprendre, il faut de l'implication personnelle et il faut un passage par la pensée, par le langage pour reformuler les choses. D'où l'importance des ouvertures et des clôtures. Et pour moi, pour traiter la question de la difficulté scolaire, il faut absolument qu'il y ait une invitation permanente dans la classe sur cette activité réflexive, d'où l'intérêt du travail en groupe, de la formalisation. J'en vois aussi sur d'autres audios que je fais par rapport à ça, et sur ouverture et clôture en particulier, où je propose des dispositifs, mais où c'est vraiment super important. Parce que pour moi, une hypothèse, c'est qu'il y a des enfants, ceux qui ont des difficultés, ont un déficit dans leur langage intérieur. Les enfants qui y arrivent bien, implicitement, se reformulent dans leur tête, se posent plein de questions et ont un cheminement de pensée. Alors que les enfants qui sont en difficulté, eh bien, se posent très très peu de questions. Un truc qui me marque, c'est qu'il y a un élève qui n'arrive pas à faire quelque chose. Si je me mets à côté de lui, je dis vas-y, maintenant explique-moi comment. Alors ça, le plus spectaculaire, je dirais, c'est sur les techniques opératoires. Un enfant ne sait pas faire, par exemple, une multiplication posée, et je me pose à côté de lui, je lui dis dis-moi à voix haute comment tu fais. Et moi, je ne lui dis rien. Eh bien, il n'y était pas arrivé, et simplement parce que je lui demande de formuler à voix haute les choses, il y arrive. Ça veut dire, à mon avis, que quand il se retrouve tout seul, il n'a pas ce langage intérieur. Mais il n'a pas ce langage intérieur parce que certainement ce rapport au langage singulier qui est demandé à l'école n'est pas dans les habitudes, dans les habitus familiaux. Et donc, il faut s'exercer à ça. Et donc, du coup, l'enfant, lorsqu'il se retrouve seul devant sa copie, ne passe pas par ce cheminement de pensée. Et là, j'insiste, pour moi, ce que je dis là, alors je le dis de façon forte, mais c'est des partis pris pédagogiques qui, pour moi, sont essentiels. Je ne vois pas comment on peut aider un enfant en difficulté sans avoir conscience de ça. Alors certainement que si, je ne suis pas en train de dire du mal sur d'autres façons de faire, mais pour moi, mettre de la clarté là-dessus, c'est essentiel. Et c'est ce que j'attendrais aussi par rapport à la formation, par rapport à des recommandations au niveau national. Voilà, si on se retrouve sur le fait que pour aider les élèves en difficulté, premièrement, il faut arriver à se dégager du temps pour aider les élèves en difficulté. Donc ça remet en cause notre façon d'aider les élèves en difficulté et qu'il faut sortir du fantasme que l'enseignant doit tout traiter de manière individuelle. D'où la question du tutorat et de l'entraide. Donc ça veut dire qu'on fait ça et on sait pourquoi. Deuxième hypothèse, si on pense qu'il y a des élèves en difficulté parce qu'il y a un problème au niveau du rapport à la pensée, du rapport au langage, eh bien il faut dégager du temps, et donc c'est tout ce que je viens d'expliquer. Si on est d'accord sur ces hypothèses, eh bien je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une révolution copernicienne par rapport à nos représentations en tant qu'enseignant pour pouvoir aider les élèves en difficulté. Sinon je ne vois pas, ou je vois difficilement comment on peut aider les élèves. Alors on peut avoir des aides ponctuelles à la marge, mais de façon durable et pour un maximum d'élèves, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, troisième partie sur les élèves en difficulté. Alors, dans cette troisième partie, je voulais m'attarder sur ce qui, à mon avis, dans la gestion de la classe, peuvent être des obstacles qui mettent en difficulté les enseignants pour différencier et pour aider les enfants qui en ont le plus besoin. Alors, ce que je constate souvent, c'est que les enseignants proposent des activités à faire et qu'il y en a trop, donc trop en quantité, et qu'on change de contexte trop fréquemment. Alors, je vais prendre un exemple et je vais parler de... Alors, je ne sais plus si c'est Piaget qui parlait de ça,
wallon, je ne sais plus. Contextualisation, décontextualisation. L'idée, c'est que quand on apprend, eh bien, on apprend dans un contexte, et lorsqu'on maîtrise ce contexte, on peut décontextualiser éventuellement. Pour moi, on néglige complètement ceci dans la façon de préparer ces séances et ces séquences. Je vais dire des choses sur la préparation des séances et des séquences qui me paraissent moins importantes, et on néglige complètement ça. Si on prend un manuel classique, 95% des manuels classiques fonctionnent comme ça. On a une notion, et par rapport à cette notion, on a une dizaine d'exercices, mais tous dans des contextes différents. Par exemple, on va travailler sur la numération de position. On va avoir un premier exercice où il faut encadrer des nombres avec les signes plus petits, plus grands. On va en avoir un autre où il va falloir mettre le nombre avant, après. On va en avoir un où il faut placer sur une frise. On va en avoir un où il faut placer du plus petit au plus grand. Un autre où c'est placé du plus grand au plus petit. Donc c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que les contextes sont différents à chaque fois. Pour moi, il y a un seul manuel, à ma connaissance en tout cas, qui prend en compte cette idée de contextualisation, décontextualisation. C'est Antoine Fetter, Cléo, qui sur une notion a fait le choix d'un type d'exercice, et ce type d'exercice est reproduit une dizaine de fois. Ce qui veut dire qu'un enfant qui a des difficultés dans un contexte, il ne va pas y arriver au début, mais il aura d'autres occasions de faire un exercice dans ce même contexte et donc de progresser dans ce contexte pour ensuite éventuellement lui donner des éléments dans un autre contexte. Ce qui est complètement impossible à gérer quand on suit un manuel. Moi je vois plein de jeunes collègues et puis même des collègues chevronnés qui utilisent des manuels et donc ils abordent une notion sur la numération par exemple, mais il y a des enfants qui vont enchaîner tous les exercices dans tous les contextes parce qu'ils ont compris, et puis il y a des enfants dans le premier contexte ils n'ont pas compris, mais ensuite ils passent à un autre contexte. Et donc on n'a pas le temps de se poser avec un enfant qui est en difficulté tout simplement parce qu'on néglige cette idée de contextualisation, décontextualisation. Pour moi donc, et c'est qu'un avis, mais je trouve que c'est une erreur pédagogique et une erreur dans la formation bien souvent, de dire aux jeunes enseignants et aux enseignants, pour vous rassurer au départ, prenez un manuel. Je pense qu'il faut être très critique par rapport aux manuels et que les manuels qui négligent cette question de contextualisation, décontextualisation, on ne les utilise pas tels quels. Alors bien entendu, les manuels, on peut les utiliser en choisissant un exercice qui paraît particulièrement pertinent pour être l'exercice de contextualisation, mais on ne les utilise pas en enchaînant les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que pour moi, là, il y a un obstacle majeur pour traiter et aider les enfants qui sont en difficulté. Je reviens, un enfant qui est en difficulté sur la numération, qui n'arrive pas au premier exercice, qui n'arrive pas au deuxième, qui n'arrive pas au troisième, comment voulez-vous gérer tout ça ? Si on part sur l'idée de contextualisation, décontextualisation, on a le temps de se poser en se disant « Tiens, dans ce contexte, tu n'y arrives pas, donc on va se poser sur ce contexte avant de passer à un autre contexte. » Et bien souvent, on ne fait pas ça. Donc pour moi, on ne peut pas aider les élèves qui sont en difficulté si on a cette représentation-là et qu'on utilise des manuels ou des fiches que l'on trouve sur Internet. Donc, il y a un choix critique de la part de l'enseignant à choisir ses contextes de travail. Par rapport à ça, sur cette question de contexte, pour moi, ça met en question notre façon de construire des séquences. Alors, j'ai pu en parler dans d'autres audios, mais pour moi, un point de départ de la construction d'une séquence, c'est d'être au clair sur l'évaluation qu'on va donner. Et donc, être au clair sur l'évaluation, ça va nous permettre d'avoir le contexte dans lequel on va travailler majoritairement et qu'on va reprendre et on va revenir pour aider les enfants qui ont besoin de plus de temps dans ce contexte. L'évaluation est sur le contexte qu'on a choisi. Il y a un choix énorme de la part de l'enseignant des contextes d'évaluation qu'il propose. Je vais donner un exemple par rapport à ça sur la question de la numération, de la compréhension de la numération. Moi, j'ai 3 contextes qui servent d'évaluation. Donc le premier, ça va être une dictée de nombres. Je demande aux enfants d'écrire des nombres sous la dictée, en forme de chiffres. Le deuxième, ça va être classer des nombres du plus petit au plus grand. Donc ça me permet de voir s'ils ont compris les choses justement dans la numération pour pouvoir classer. Et le troisième, ça va être la capacité à décomposer ou recomposer un nombre. C'est-à-dire 245, c'est 200 plus 40 plus 5 ou vice-versa.
Donc pour moi, ce sont ces 3 contextes d'évaluation et je me suis rendu compte que lorsque les enfants maîtrisent ces 3 contextes, eh bien, ils maîtrisent le principe de numération de position. Ce sont des indicateurs beaucoup plus marquants que l'utilisation, par exemple, de ces signes plus petits, plus grands, vous savez, avec les petits triangles là, qu'on utilise et qu'on voit fréquemment dans les manuels, qui ne sont pas vraiment essentiels. Donc, étant donné que j'ai mon contexte d'évaluation, je sais que je vais mettre le paquet là-dessus. Et ça veut dire que les enfants qui maîtriseront ces contextes-là, eux, éventuellement, je vais leur donner des fichiers avec d'autres types d'exercices dans d'autres contextes. Donc, ça demande un travail très critique de la part de l'enseignant pour choisir ces contextes d'évaluation et d'être très au clair sur ces évaluations. Ça veut dire aussi que l'enseignant, quand il commence à construire une séquence, donc un module avec plusieurs séances, il faut qu'il soit au clair dès le départ sur l'évaluation qu'il souhaite donner. Et l'évaluation, c'est le contexte de l'évaluation. Par rapport à ça, on peut emprunter à la didactique de l'EPS, qui à mon avis est assez révélatrice par rapport à ça. Comment fonctionne la didactique de l'EPS ? Bien souvent, on a une situation de référence, donc le contexte d'évaluation. Et une fois qu'on a ciblé cette situation de référence, qu'on va convoquer à plusieurs reprises, donc par exemple, la situation de référence, ça va être un match dans une activité collective, un match de hand par exemple. Donc on va faire un match de hand à la fin de la première, et puis on va en faire plusieurs, et à la fin, l'évaluation sera sur le match de hand. Et donc là, on a le contexte dans lequel on veut travailler, et on voit les critères qui seront pris en compte dans ce contexte d'évaluation. Les critères, ça va être arriver à faire une passe correctement, recevoir une passe de façon appropriée, se démarquer, voilà, j'en oublie peut-être. Donc, on a un contexte, on est clair par rapport à l'évaluation et par rapport aux critères que l'on va évaluer. Étant donné qu'on est clair, on va pouvoir mettre en place des activités décrochées pour travailler de manière individualisée sur ces différents contextes. Par exemple, je vais faire une activité décrochée sur faire des passes correctement, longues, courtes, fortes, en haut, en bas, etc. Recevoir des passes, se démarquer. Et donc, comme il y a une clarté par rapport aux critères d'évaluation, je peux construire mes séances, parce que j'ai pensé à mon évaluation et à ces critères, de façon beaucoup plus logique dans l'articulation des différentes séances. Parce qu'à chaque séance, on travaille de façon décrochée un critère en particulier. Et j'insiste sur le truc d'activité décrochée. C'est-à-dire qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit, lorsqu'on fait l'évaluation en EPS, de faire une évaluation dans laquelle on va décortiquer tous les critères et où on va dire, pour évaluer, je ne vais pas évaluer sur le match, je vais évaluer sur, et donc une situation complexe, je vais évaluer sur tous les critères décrochés. C'est-à-dire, je fais une évaluation sur faire une passe basse courte, faire une passe basse longue, faire une passe haute courte, faire une passe haute longue, pareil pour la réception des passes, pareil pour la façon de se démarquer, pareil pour la façon de marquer son adversaire quand on est en phase défensive, etc., etc. Il ne nous viendrait pas cette idée-là en tête. Et pourtant, c'est ce qu'on fait dans les autres matières. Je prends l'exemple orthographe, mais pour moi, on fait complètement ça. Pour moi, la situation de référence est une dictée, une situation complexe dans laquelle il y a des notions qu'on doit travailler dans les programmes par rapport à une classe d'âge. Donc, c'est la situation complexe de référence. Donc, par exemple, dans cette dictée, il va y avoir de la conjugaison, de l'accord dans le groupe nominal, des règles particulières avec les homophones, un S2S, CCCD, etc. Et on construit une dictée par rapport à ça. C'est une situation complexe dans le sens où l'enfant doit mobiliser et doit choisir dans la dictée sans qu'on lui dise « Tiens, il faut que je fasse attention à ça, attention à ça ». Bon, il ne me viendrait pas à l'idée d'évaluer les enfants uniquement sur l'homophone A avec accent, A sans accent. Il y a plein d'enfants qui y arrivent quand c'est une activité décrochée et qui n'y arrivent pas en situation complexe. Et donc c'est bien en situation complexe qu'on doit évaluer ce truc-là. Les enfants plus tard dans leur vie d'adulte, quand ils vont faire un CV ou quand ils vont devoir écrire, on ne va pas leur demander de faire un exercice à trous avec des A avec accent et A sans accent. Donc ça, ce sont des activités décrochées. Pour moi, ce sont des activités décrochées qui ne disent rien sur les compétences en orthographe. Les compétences en orthographe, je les évaluerai dans la situation complexe de la même façon qu'en EPS. J'évaluerai la capacité de faire une passe en situation de match et pas simplement dans une situation, dans une séance décrochée de travail là-dessus. Et pourtant, donc, c'est ce que je dis,
D'où l'intérêt d'emprunter la didactique de l'EPS. C'est ce qu'on fait dans la classe dans les autres matières, que ce soit en mathématiques, en français ou dans les autres matières. C'est-à-dire qu'on n'a pas de clarté cognitive, nous en tant qu'enseignants, sur les activités décrochées et sur des activités en situation complexe. C'est la question des compétences qui sont derrière également. Donc, dans la classe, moi, en tant qu'enseignant, dans la préparation de mes séances, je dois être au clair par rapport à ça pour aider les élèves qui sont en difficulté. Donc si j'utilise un manuel, je ne vais pas pouvoir, parce que je vais multiplier les contextes, accompagner les élèves dans le contexte de difficulté parce que je n'ai pas pensé à l'évaluation. Donc je dois penser à l'évaluation au départ pour pouvoir dégager le contexte et aider les enfants dans un contexte avant de multiplier les contextes dans lesquels ils n'arriveront pas s'ils n'ont pas l'occasion de retravailler dessus. Donc Léo, ce qui est très bien, c'est qu'un enfant qui a des difficultés dans un contexte, eh bien on va retravailler dessus et il refera dans ce contexte. Donc les enfants qui se débrouillent bien vont pouvoir enchaîner les 10 exercices dans le contexte tranquillement, et puis il y a des enfants qui feront peut-être 2, 3 exercices. Le but n'est pas de faire tous les exercices, je vais y revenir, mais de comprendre dans un contexte. Je reviens sur cette idée de faire tous les exercices. Pour moi, c'est un deuxième obstacle majeur. Donc, je dirais que le premier, c'est l'utilisation irréfléchie des manuels ou des fiches que l'on trouve sur Internet. Le deuxième obstacle, ça va être de ne pas prendre le temps autre difficulté pour l'enseignant, ça va être d'être obnubilé par le fait que tous les enfants doivent faire la même chose et que si l'enseignant il a prévu 5 exercices, il faut que tous les enfants fassent les 5 exercices. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui ont fait les 5 exercices qui ont compris en 5 minutes, et puis les enfants qui, pour le premier, il faudrait y passer 1 heure, eh bien on ne sait plus comment gérer ces choses-là, et donc il commence à y avoir de l'agitation, et on propose des multitudes de fiches aux enfants qui ont terminé avant les autres. Donc là, je renvoie sur un audio que j'ai fait sur la question des activités de repli. Mais donc, on est obnubilé, il faut que tous les enfants fassent tout. Donc, pareil, si on suit un manuel ou qu'on suit une fiche, on se dit on a la fiche, il y a 5 exercices, il faut que les enfants fassent les 5 exercices. Donc, on a du mal à lâcher parce que tous les exercices nous semblent importants. Si on travaille sur cette idée de contexte, on a un contexte, par exemple, classer-les dans le plus petit au plus grand, eh bien, il y en a qui en font 1, et on prend du temps avec eux et qui vont peut-être en faire un deuxième, et puis il y en a qui vont en faire 10. Mais on peut le faire parce qu'on ne change pas de contexte. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On a un contexte, il y a des enfants qui sont arrivés, il y a des enfants qui auraient besoin de temps, mais on ne peut pas le prendre parce qu'il y en a qui sont dans un deuxième, et il y en a d'autres, c'est dans le deuxième qui ont besoin d'aide, et puis il y en a, c'est un troisième, et en plus, on ne peut pas mettre en place de l'entraide entre les enfants. Donc cette histoire de contextualisation, décontextualisation me semble essentielle dans la façon de construire les séquences et les séances que l'on met en place. Donc si en effet on veut que tous les élèves fassent tous les exercices, eh bien on est coincé à mon avis. Et donc on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas aider les élèves en difficulté. Donc voilà, c'est un point qui me paraît vraiment majeur. Ensuite, et je l'ai déjà dit, voilà, dans la construction, si j'ai des pistes à dire pour essayer d'aider les élèves en difficulté dans la construction de ces séquences et dans la construction de ces séances, tout d'abord, une séquence, c'est plusieurs séances, donc un module avec plusieurs séances, et le point de base, c'est être au clair sur son évaluation pour avoir le contexte. C'est ce que j'ai déjà dit. Donc, ça veut dire que quand je construis, pour moi, c'est complètement aberrant de demander de construire simplement des séances. Bien souvent, dans la formation, on reçoit des étudiants et on nous demande simplement de construire des séances et de prendre une séance. Pour moi, c'est anti-pédagogique parce que c'est dans une séquence que les idées s'inscrivent. Alors, quand je parle de séquence, ça veut dire que dans une séquence, il faut inclure la question de l'évaluation diagnostique au départ. Il faut avoir une situation de recherche pour faire émerger le point saillant sur quoi on va travailler, des situations pour travailler sur les obstacles notionnels, et puis de l'évaluation formative, on va pouvoir identifier les obstacles particuliers pour mettre en place de la différenciation, et bien entendu une évaluation sommative à la fin pour pouvoir montrer aux enfants quels sont les progrès qu'ils ont réalisés.
C'est-à-dire que si on ne pense pas en termes de séquence, pour moi, il y a quelque chose d'antipédagogique et quelque chose qui peut être un obstacle dans les représentations du métier. Donc c'est une interrogation forte par rapport à la formation et par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on propose lorsqu'il y a des stagiaires qui viennent dans la classe. Pour moi, il est antipédagogique de demander aux stagiaires de ne prendre qu'une séance de façon décrochée, comme si une séance suffit pour comprendre et pour aider à la prise en compte des élèves en difficulté. Autre chose, c'est qu'il faut s'affairer dès le début sur la question de la différenciation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a dans la classe, comme dans chacune des classes, des élèves qui arrivent très bien dès le début, des élèves pour lesquels c'est moyen et des élèves qui sont très loin de ces savoirs. Et dès le début, sur une séance, il faut penser la question de la différenciation. Je renvoie par rapport à ça la question de la différenciation sur d'autres audios que j'ai pu réaliser auparavant, et en particulier avec la question d'entraide entre les élèves. Donc, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que pour aider les élèves en difficulté, il faut que l'enseignant soit clair sur comment on prépare une séquence. Et autre chose, après, à l'intérieur de sa séquence, que l'enseignant soit clair aussi sur la façon de concevoir une séance au sein de sa séquence. Et donc là, je renvoie à d'autres audios, parce que pour moi, une séance contient obligatoirement une ouverture. Donc je renvoie sur un audio sur ouverture et clôture. Elle contient des phases de travail, des modalités de travail. Là, je renvoie sur quelque chose que j'ai fait sur les différentes modalités de travail, où on retrouve tout. Des temps en autonomie, des temps en individuel, des temps en groupe, des régulations collectives. Avec l'importance et la nécessité de comprendre qu'on a appris quand on est capable de faire tout seul. Donc il y a la question de l'autonomie qui est derrière. Et puis il faut penser à une clôture de séance. Et qu'au milieu, dans la séance, il doit y avoir des phases centrées non pas simplement sur le faire, donc penser ces séances dans les consignes que l'on donne, pas simplement en disant ce qu'il faut faire, mais en distinguant le faire de l'activité intellectuelle. Là aussi, je renvoie sur des audios que j'ai pu faire auparavant. Donc il y a plein de renvois là, mais pour moi, on peut traiter la question de la difficulté scolaire à condition d'avoir des compétences en tant qu'enseignant pour construire à la fois des séquences et à la fois des séances. Et que dans les séances, l'organisation pédagogique de la séance est très importante. Si on est dans le flou artistique et qu'on fait un petit peu sans avoir conscience de ces choses-là, à mon avis, l'action est beaucoup moins efficace que si on est très au clair sur des dispositifs et des façons de concevoir les séances. Alors j'en ai parlé dans d'autres audios, mais en quelques mots, voilà. Dans une séance, il va y avoir peut-être un début de consigne collective où on distingue le faire de l'activité intellectuelle. Ensuite, un temps en autonomie où les enfants s'engagent tout seuls et au stylo bleu sur leur travail. Ensuite, un temps d'échange par groupe où on ne prend pas les stylos. Ensuite, un temps de retour sur sa feuille où si on apporte des modifications, c'est au crayon, ce qui nous permet de nous de voir les choses. Des régulations collectives au milieu basées sur les erreurs que l'on a pu rencontrer, les obstacles que l'on a pu rencontrer. Des ouvertures, des clôtures. Voilà. Donc, pour revenir sur cette partie, ce qui me paraissait important, c'est de se rendre compte, nous, en tant qu'enseignants, si on n'a pas de la clarté cognitive et si on ne prend pas le temps de réfléchir. J'avais fait un audio qui était sur les écrits réflexifs, mais de réfléchir de façon profonde, individuelle, critique, pensée propre sur sa façon de conduire le métier. Pour moi, on est dans une sorte d'obscurité où on arrive à faire des choses dénuées de sens, de la même manière que des élèves apprennent sans mettre de sens. On parle souvent du sens des élèves. Moi, je nous interroge en tant qu'enseignant sur le sens que ça a de faire certaines choses. Quel sens cela a de donner des leçons à apprendre par cœur à la maison. Et il y a des personnes qui peuvent faire ça. Quel sens ça a de ne pas permettre aux enfants d'échanger par groupe et de tout vouloir gérer de façon individuelle. Quel sens ça a d'utiliser un manuel ou des fiches sur Internet sur une notion en multipliant les contextes sans y penser? Quel sens ça a de concevoir une séquence sans penser au contexte d'évaluation qui va être le guide par rapport aux objectifs de séance?
Donc voilà, donc toutes ces questions de sens, nous, en tant qu'enseignants, il faut qu'on se les coltine. À mon avis, là, il y a un déficit au niveau de la formation, on n'est pas assez sensible, on n'invite pas assez les enseignants à avoir une distance critique et avoir un rapport réflexif au métier pour penser à la question du sens des micro-gestes que l'on fait et des choix pédagogiques qu'on a au quotidien dans la classe. Moi, j'ai tendance à dire de façon très fréquente, c'est que tous les gestes que l'on fait dans la classe, on parle de gestes professionnels, mais tout doit pouvoir être justifié et d'une manière pensée et réflexive. Je prends un exemple par rapport à ça. On s'interrogeait en formation sur la question des annotations lors des corrections des enseignants. C'est pas anodin. Si par exemple on annote bien, très bien, ça signifie qu'on veut dire que si on sait la multiplication, c'est bien. Donc ça veut dire que si on la sait pas, c'est mal. C'est pas bien. D'ailleurs, ce terme-là qu'on rencontre plus fréquemment, mais moi je me rappelle à mon époque, j'avais des mal, des très mal. Bon, donc il y a une valeur affective qui est mise dans les appréciations et c'est pas anodin. De la même manière, quand tu utilises des petits smileys avec un sourire ou la tête qui sourit pas, ça veut dire oh là là, tu as raté quelque chose, je suis déçu affectivement. Donc vous voyez comment on peut construire un rapport affectif serein à travers l'utilisation de telles choses. Pareil, quand on utilise alors voilà les trucs acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Pour moi, un savoir, il est toujours en cours d'acquisition. C'est pas anodin d'avoir un regard réflexif par rapport à ça et d'avoir des choix clairs par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Faire une correction, par exemple, corriger à la place d'un élève et ne pas revenir dessus, c'est un choix. C'est un choix qu'on doit pouvoir étayer et on doit avoir conscience de ce qu'on produit si on prend l'habitude de corriger à la place des élèves sans qu'eux, ils aient l'occasion de s'interroger sur la correction. Bien souvent, on fait une correction parce qu'on nous dit qu'il faut que tout soit corrigé et on corrige pour les parents, pour les gens qui vont nous visiter, mais ça n'aide pas les élèves à apprendre. Donc, là encore, il y a les enfants à mettre dans une situation réflexive et donc il en va de la question du traitement d'essayer d'améliorer les choses pour que les enfants en difficulté aient moins de difficultés scolaires. Mais j'inverse le truc en disant par rapport aux difficultés, non pas des enfants cette fois-ci, mais des enseignants dans l'exercice de leur pratique, eh bien, il y a des obstacles aussi et que certainement ce qui met en difficulté des enseignants, c'est comme pour les élèves, il y a des représentations obstacles au métier et c'est ce dont je voulais parler par rapport à cette partie. Donc on est aussi nous dans un rapport réflexif au métier et il y a certainement des façons de faire qui peuvent être des obstacles pour nous aider à aider les élèves en difficulté, donc des obstacles qui font que les enseignants sont en difficulté pour aider les élèves qui sont en difficulté. Alors, dernier audio où je vais tenter de synthétiser ces 3 audios de 25 minutes chacun en version beaucoup plus rapide pour m'aider à m'organiser. Alors, élèves en difficulté. Premièrement, on peut penser la difficulté des élèves avec un traitement extérieur, avec un besoin d'aide, que ce soit orthophoniste, psy, réseau d'aide de l'école, PPRE à contractualiser avec les parents, toutes ces choses-là. Et moi, mon parti pris est de ne pas y accorder énormément de temps. Je pense qu'il y a des documents qui sont très bien faits pour réaliser ces choses-là. Et mon choix, il est de penser la difficulté, le traitement des difficultés scolaires des enfants au quotidien à la classe, parce qu'on les a quand même 24 heures dans la semaine, de façon hebdomadaire, dans la classe. Donc ça, c'est la première idée. Ensuite, faire une typologie des difficultés des élèves, où je vois 3 ordres de difficultés différentes, des difficultés d'ordre notionnel, c'est la didactique des disciplines, donc être au clair sur la notion d'obstacle notionnel, le statut de l'erreur par exemple, aussi, et on a une formation et un concours qui nous invite à faire des analyses de travaux d'élèves, faire des hypothèses sur les difficultés des élèves au niveau notionnel, et que ce type de difficulté-là se gère dans la préparation de la classe, mais aussi éventuellement sur le temps d'APC, qui est aussi un dispositif pour aider les élèves qui peuvent avoir des difficultés passagères. À l'origine, les APC, c'est pour
ça, c'est pas sur la grande difficulté. Ensuite, il peut y avoir des difficultés d'ordre méthodologique avec des enfants qui sont très mal organisés ou qui ont besoin d'outils d'aide. Et donc là, ça devient notre préoccupation en tant qu'enseignant de penser à ces élèves qui ont des difficultés d'ordre méthodologique sur le matériel, qui écrivent mal, qui gèrent mal leurs trousses, qui ont toujours des distractions. Et qu'est-ce que je mets en place par rapport à ça, ou alors par rapport aux outils d'aide individualisés en fonction d'une difficulté particulière. Troisième type de difficulté, des difficultés que je dirais d'ordre psychologique, dans le rapport au savoir, sociologique même, où celle-ci mérite peut-être d'avoir des entretiens avec des personnes autres que soi-même et les élèves. Alors il y a tout le travail en équipe et éventuellement qui permet peut-être de donner des pistes, mais faire appel au réseau d'aide de l'école, Gévasco, les parents aussi pour parler de ces difficultés plus profondes. Et donc voilà une typologie de trois grands types d'erreurs. Alors ensuite, une fois qu'on est au clair au niveau de cette typologie, ce que je soulevais dans le deuxième audio, c'était en tant qu'enseignant, quelles sont les difficultés principales que l'on rencontre pour aider, avoir du temps pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés. Et pour moi, là, ça remet en cause des choses au niveau de la pédagogie. Et je pars de deux hypothèses. La première, c'est que tout d'abord, deux problématiques. Comment est-ce qu'on fait pour se dégager du temps dans la classe pour aider les élèves qui sont en difficulté? Et l'autre hypothèse et problématique, c'est si on suppose que les élèves qui ont des difficultés ont un déficit dans leur rapport au langage et un rapport à la pensée, qu'est-ce que je mets en place dans les séances pour que les élèves soient invités individuellement à améliorer justement leur rapport à la pensée? Donc sur ces deux angles-là, je vais prendre le premier tout d'abord. Donc comment je me dégage du temps, c'est sortir de certains fantasmes, et en particulier du fantasme que l'enseignant doit tout maîtriser et doit faire de la gestion individuelle à tout va pour aider les élèves en difficulté, et donc l'importance de mettre en place des dispositifs et de travailler sérieusement les dispositifs d'entraide dans la classe, de coopération dans la classe qui sont bénéfiques à la fois pour les élèves en difficulté, pour les élèves qui y arrivent bien, et aussi pour l'enseignant pour aider plus rapidement tous les élèves, même si l'enseignant garde un œil sur les élèves qui ont plus de difficultés et doit peut-être proposer une tutelle enseignante s'il se rend compte que la tutelle de pair ne suffit pas. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, c'est que s'il y a un problème de rapport au savoir et de rapport au langage et de rapport à la pensée, eh bien, il faut pouvoir proposer au quotidien dans la classe des moments pour inviter les enfants à être dans une démarche constructiviste, c'est-à-dire les inviter à remanier les savoirs, à s'interroger sur les savoirs, à verbaliser, à utiliser le langage pour mettre de la distance par rapport au savoir, à synthétiser, à faire le point sur les obstacles, et donc se dégager du temps par rapport à ça. Dans le troisième audio, je revenais plutôt sur alors, on est sur les élèves en difficulté, mais sur les, à mon avis, représentations, obstacles des enseignants. Donc là, plus sur les enseignants en difficulté, quel type de difficulté il peut y avoir, qui pourrait expliquer que les enseignants arrivent difficilement à gérer au niveau des difficultés des élèves. Premier point par rapport à ça, c'est que si on veut faire la même chose à tout le monde sans penser à la question de la contextualisation, décontextualisation, on va se mettre soi-même en difficulté, et en particulier en utilisant des manuels ou des fiches que l'on trouve sur internet qui multiplient les différents exercices dans des contextes différents, et donc ça me semble compliqué avec cette façon-là de procéder de pouvoir aider au plus près les enfants dans un contexte à comprendre dans un contexte les choses. Donc ça, c'est la première idée.
voilà, ne pas multiplier les exercices. Autre idée qui est sous-jacente, c'est de ne pas vouloir à tout prix que tous les enfants fassent tous les exercices et finissent tous les exercices, mais justement on se sépare de ça si on travaille dans un contexte, et donc voilà, il y a des enfants qui peuvent faire 3 exercices dans un contexte pendant que les autres en font beaucoup plus, ou alors font des activités de repli pensées, ou alors sont en entraide. Voilà, je renvoie à d'autres choses. Donc sur cette question-là, il y a des partis pris pédagogiques et des choix pédagogiques qui me semblent importants et qui vont avoir une action plus ou moins bénéfique selon moi sur la gestion des difficultés des élèves. Donc voici un exemple voilà, de représentation obstacle. Dans les représentations obstacles, donc voilà, il y a aussi cette idée-là que l'enseignant il doit tout gérer, qu'il doit tout bien expliquer, qu'il ne laisse pas de la place aux autres élèves et à la coopération dans la classe. Mais il y a aussi des représentations, à mon avis, obstacles dans la construction de ces séquences et dans la construction de ces séances. Et donc un besoin de clarté par rapport à ça. Il y a des obstacles dans les représentations des enseignants pour gérer la difficulté, parce qu'il y a une méconnaissance de l'idée d'objectif-obstacle. Là, je renvoie à Astolfi en particulier sur la question du statut de l'erreur et de l'utilisation de l'erreur comme un outil pour apprendre. Astolfi a fait un livre qui s'appelle « L'erreur, un outil pour enseigner », je crois, quelque chose comme ça. Et donc une méconnaissance pédagogique et théorique de la part des enseignants et certainement peu de sollicitations par rapport à ça au niveau de la formation qui fait qu'il y a un flou cognitif chez les enseignants qui ne sont pas très conscients de leur choix pédagogique. Pareil sur le fait sur la question des ouvertures et des clôtures de séances qui peuvent être simplement faites parce qu'il faut les faire, mais il y a des impensés par rapport à ça, et que voilà, enseigner c'est un métier réflexif et qu'on a absolument besoin d'être dans cette réflexion-là pour aider les élèves en difficulté et pour ne pas être soi-même en difficulté face aux élèves en difficulté.